Ça va revenir. Bonjour. Bon, on nous entend parce qu'on Ah, c'est revenu, on a eu un petit problème de connexion. Donc on va commencer par le financement, puis Lisa prendra le relais sur la partie assurance. Donc pour l'investissement, concernant l'investissement immobilier en France, on constate bien entendu toujours la même tendance que 2017 en 2018, avec des volumes relativement importants, des records en termes de montant de crédit. Pour mémoire, en 2017, le financement était de plus de plus de 105 de plus de 230 milliards d'euros. On est à peu près sur les mêmes tendances en 2018. Attendez, je vais couper 2 minutes, je suis désolé. Je ne sais pas si l'enregistrement fonctionne. Excusez-moi, je vais m'assurer des problèmes techniques résolus. Donc les volumes sont toujours aussi importants. On a une tendance, en tout cas sur l'île de France, avec des prix relativement élevés qui vont atteindre a priori les 10 000 euros du mètre carré en 2019. Ça paraît élevé pour les Français. Ça reste relativement faible pour une grande capitale internationale. Euh, on a noté récemment, on a eu une petite alerte de la Banque centrale qui alertait les banques sur une hausse de l'endettement des ménages de plus de 5% par an, et ce qui est relativement important. Pour freiner cela, la BCE, la Banque centrale de France, a demandé aux banques françaises d'augmenter les fonds propres réglementaires en face des crédits, ce qui veut dire peut-être une augmentation des taux très prochainement, mais ça restera mesuré et ça reste toujours très attractif. Un petit point sur le contexte bancaire. Il faut que vous ayez en tête une chose très importante quand vous faites un crédit en tant que non-résident. Vous allez demander au banquier un produit qui est un produit d'appel pour eux. C'est-à-dire que le crédit aujourd'hui permet au banquier de fidéliser un client pour lui proposer d'autres produits. Quand vous avez compris ça, ben, vous verrez que c'est plus compliqué commercialement pour un non-résident d'obtenir un crédit puisque la relation commerciale est plus difficile à mettre en place. Les quelques points aussi qu'on a voulu sur lesquels on veut vous alerter, suivant vos pays, il peut y avoir des problématiques de contrôle d'échange, notamment par exemple en Chine, pour les Américains, où qu'ils soient dans le monde. Donc, si vous avez une nationalité américaine, une double nationalité franco-américaine, FATCA, qui a été un décret voté en 2014, peut poser problème. Voilà. Donc, on vous alerte quand même sur ces petites choses qui parfois peuvent compliquer fortement le dossier. Les pratiques bancaires, c'est un point très important à prendre en compte quand vous allez faire votre crédit, puisque les banques vont toucher vos comptes bancaires et regarder un petit peu vos dépenses et vos revenus pour s'assurer de votre bon comportement bancaire. On est là, nous, en tant que spécialistes, pour vous aider sur tous ces points. Et on est aujourd'hui, Carte Financement, une société spécialisée dans ces activités de crédit aux non-résidents qui demandent un tout petit peu plus d'expérience sur des sujets parfois méconnus de nos confrères courtiers, courtiers en crédit généraliste. On intervient sur tout type d'investissement, que vous ayez un investissement immobilier locatif ou un investissement de résidence secondaire, ou bien un rachat de prêt. Si vous avez effectué un crédit il y a quelques années, aujourd'hui les taux sont très bas. On peut regarder une opportunité de refinancement de ce crédit, de rachat de ce crédit. Et puis ce qu'on appelle dans notre jargon le crédit patrimonial, on peut essayer de vous octroyer des prêts hypothécaires ou des post-financements. Si vous venez d'acheter un bien sans faire appel au crédit, dans les 6 mois qui suivent, dans les moins de 6 mois, avant les 6 mois qui suivent, on peut procéder au refinancement de ce bien. Là, je vous alerte sur cette partie puisque c'est déjà compliqué pour les résidents français et c'est un sujet très, très, très compliqué pour les non-résidents. On peut regarder au cas par cas pour les très bons profils. Une chose très importante dans un crédit immobilier, le délai. Donc, ayant en tête ce processus d'acquisition, c'est très important dans votre projet d'acquisition d'un bien immobilier. Le processus d'acquisition d'un bien immobilier, il va durer à peu près 3 mois, voire même un plus, puisque souvent vous allez, entre le moment où vous allez faire une offre et signer un compromis, il va se passer plus de semaines. Donc, chaque jour est compté et ne vous y prenez pas à la dernière minute. N'hésitez pas à nous appeler en amont. Appelez-nous avant même de faire une offre. Si vous avez même avant même de rechercher, on vous aidera à calibrer la recherche de votre bien pour être sûr que le financement soit pas un problème de dernière seconde. Dans ce diagramme, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une chose très importante, la condition suspensive d'obtention d'un prêt.
Vous avez donc 60 jours, enfin, normalement c'est 35, 30, dans les minimum 30 jours dans la réglementation. On vous recommande 60 jours de conditions suspensives, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de temps pour obtenir le prêt. Bon, si votre vendeur n'est pas d'accord et reste sur un délai de 30 à 45 jours, on peut s'en accommoder, mais sachez que c'est un délai qu'on utilise largement. Donc ensuite, passer ce délai de 45 jours, de 30, 45 ou 60 jours, suivant votre compromis, il faudra, vous serez fermement engagé dans l'obtention, dans la signature de l'acquisition de votre bien. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus vous retirer, et si vous vous retirez, vous perdrez le dépôt de garantie que vous avez mis au début. Donc, ayez toujours en tête ce délai, c'est le délai le plus important dans ce diagramme de conditions suspensives qui va de 30, 35 à 40, 60 jours. Voilà. Et puis ensuite, entre le délai des 60 jours et la signature, en effet, on compte après 30 jours de mise en place. Et c'est un délai qui peut paraître long, mais toute la partie édition d'une offre de prêt, signature, mise en place chez le notaire prend un petit mois. Voilà. Qui peut emprunter? On peut faire des crédits à toute personne de droit français, à toute personne physique ou morale de droit français. Donc toute personne physique résidant en France ou à l'étranger, donc votre cas à l'étranger, et personne morale de droit français, j'insiste, on n'intervient pas pour des sociétés étrangères qui investissent dans l'immobilier en France. Quand je parle de personnes morales, ce sont des sociétés, essentiellement des SCI, voire ponctuellement des SARL, mais faites pas compliqué, restez d'abord sur la personne physique et si vraiment besoin, on fera le dossier en SCI. Les durées, traditionnellement pour les non-résidents de 5 à 20 ans, ça peut vous surprendre en effet, puisque vous entendez régulièrement les Français emprunter sur 25 ans. Les durées sont un peu plus courtes pour les non-résidents. Donc on a du mal à faire au-delà de 20 ans. Il me semble que d'ailleurs on n'avait plus qu'une seule solution au-delà de 20 ans et la banque qui le faisait n'est rien d'autre que le crédit foncier qui est en train de disparaître puisque le crédit foncier va arrêter son activité au premier trimestre 2019. Donc à partir de cette date-là, je pense que nous n'aurons plus aucune solution en France pour les non-résidents au-delà de 20 ans. Quel type de prêt? On intervient donc essentiellement à taux fixe en France, contrairement à beaucoup de pays qui font du taux variable. Les taux fixes sont très très bas par rapport à ce que vous pouvez voir ou entendre. On va dire qu'en général, on aura des conditions environ 0,2 à 0,3% au-dessus des taux de marché, voire parfois jusqu'à 0,5% pour les dossiers un peu plus compliqués. Quelle part peut être financée? On peut vous financer rarement jusqu'à 100%. Alors on vous a mis de 50 à 100%, mais gardez en tête que c'est plutôt 80%. C'est-à-dire qu'il faut 20% d'apport plus les frais. Quand je parle de 80%, c'est 80% du prix d'acquisition. Donc il faudra apporter 20% plus les frais. Les frais sont de l'ordre de un petit 10%, en comptant les frais de notaire et les frais de garantie. Et donc en gros, ça fait 30% du coût de revient total. On peut faire moins. Dans certains cas, ça vous nous contacter au cas par cas. Et quand on fait du 100%, bien souvent, la banque demandera une contrepartie sous forme de placement financier. Quel montant? On intervient dès 100 000 euros. En revanche, pour le rachat de crédit, s'il y en a, évitez en dessous de 150 ou 200 000, l'intérêt il est très faible, et notamment s'il reste des durées relativement faibles de moins de 10-12 ans. Quel type de garantie? C'est-à-dire quand on fait un crédit immobilier, quand le banquier va vous faire un crédit immobilier, il va vous prendre une garantie sur ce bien immobilier. Cette garantie a plusieurs formes. Traditionnellement, ces dernières années, on utilise des sociétés de cautionnement. Vous avez dû entendre parler notamment de crédit logement. Pour les non-résidents, c'est plus compliqué. On intervient encore beaucoup avec des privilèges de prêteur ou des hypothèques. Pas d'inquiétude, le fonctionnement est quasiment le même au final. Si vous ne remboursez pas votre crédit, une société de cautionnement s'autorise le droit d'enregistrer une hypothèque judiciaire et donc de saisir le bien. Donc le résultat est le même, le coût est un peu différent, mais tout ça reste un peu un artifice puisque dans tous les cas, le banquier prendra une garantie sur un bien immobilier. Quel est le taux d'endettement à respecter? Vous connaissez tous le traditionnel 33%. Il a un peu augmenté, on va facilement jusqu'à 35%, sur les beaux dossiers jusqu'à 39%, et dans certains cas exceptionnels, on peut même aller jusqu'à peu près 45% sur les très gros profils. Mais gardez en tête le 35 à 39% qui permet quand même de s'affranchir des mauvaises nouvelles. Alors, quel type d'emprunteur? On constate plusieurs types de clients aujourd'hui. Il y a les salariés qui sont expatriés, détachés par l'entreprise française, sous contrat local, où là, vous pouvez parfois domicilier vos revenus en France.
Ça va être le cas le plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y aura une entrée en relation commerciale évidente avec la domiciliation des revenus. Donc là, c'est un cas plutôt intéressant pour le banquier. Vous aurez a priori un petit peu moins de mal à trouver un crédit. Salarié en contrat local sans domiciliation des revenus, c'est tout à fait possible, pas de problème, pas d'inquiétude, même dans une entreprise locale qui n'est pas une entreprise française, il n'y a pas de problème. Juste l'entrée en relation est moins évidente puisqu'il n'y a pas la domiciliation. Maintenant, il y aura par exemple une petite contrepartie qui peut être sous forme d'un taux en majoré. Ensuite, salarié en contrat local avec salaire fixe et bonus conséquent. Alors ça, on l'a rajouté puisque certaines professions, notamment les professions bancaires, ont l'habitude de verser des bonus, des variables parfois conséquents. Attention, on va retenir les 3 dernières années, bien souvent pour la moyenne des 3 dernières années. Si vous venez de changer de job, si vous aviez vous étiez déjà dans la banque et vous aviez des revenus conséquents ces dernières années, mais vous venez de changer de job et que vous n'avez même pas un an de bonus, on ne prendra pas en compte le variable des dernières années. Ensuite, le chef d'entreprise, c'est un cas vraiment à part, très compliqué pour les non-résidents. On va constater que c'est quasiment impossible. Bon, vous pouvez nous demander, mais pour les petits entrepreneurs en local, les TPE ou PME locales, ça va être compliqué. Pour les très gros entrepreneurs, on pourra trouver, mais souvent avec des contreparties financières un peu plus importantes. Et il faudra bien entendu, dans tous les cas, avoir quand même 3 années de bilan. Interrogez-nous. C'est des cas plus compliqués, on peut le faire, il y a un peu moins de solutions, mais ayez en tête que c'est plus compliqué, même si ce sont parfois des très beaux patrimoines et des très beaux revenus. Alors, Excuse-moi, j'ai pas. ouais, alors les questions, oui, en effet, Lisa m'alerte sur les questions. J'ai vu vos questions, il n'y a pas de problème, on y répondra à la fin. Je continue la présentation et puis on défilera quelques questions à la fin pour faire le point avec vous sur cette présentation, aussi bien sur la partie financement qu'assurance. Sur les documents est une partie très 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 importante du crédit. Chaque information doit être documentée. Voilà. C'est pas qu'ils veulent vous embêter, c'est que quand on annonce un revenu, une charge, un état civil, il faut que ça soit documenté. Donc là, on vous a listé rapidement les quelques documents importants, les relevés bancaires. Très important de nous donner tous les relevés bancaires de tous les pays. C'est-à-dire, si vous avez des relevés bancaires dans différents pays, il nous faut tous ces pays, puisque de temps en temps, vous allez faire des virements d'un compte à un autre, on va les voir et le banquier va demander des justificatifs sur ces virements. Les documents fiscaux, il faut bien que vous soyez en règle. Donc mettez-vous en règle dans votre pays et aussi bien dans votre pays de résidence qu'avec la France si vous avez des revenus en France. Ouverture de compte à distance, ayant en tête que ce n'est pas toujours possible. On va demander parfois de vous déplacer. Encore très peu de banques font tout à distance. On en a quelques-unes, mais une grande majorité vous demanderont encore de vous déplacer. L'origine des fonds, ça c'est le grand sujet d'actualité. Toutes les banques vous demanderont l'origine des fonds, notamment de l'apport. On ne pourra pas constituer un dossier avec 20% d'apport si on ne sait pas d'où viennent ces 20% d'apport. Et ce n'est pas que les banques, puisque les notaires également ont cette obligation. Donc vous ne pourrez pas faire une acquisition en France sans justifier de l'origine des fonds. Quelques trucs et astuces. Donc on vous voilà, sur lesquels on vous alerte. Ce sont des petits trucs sur lesquels on va vous alerter avant de commencer le process de recherche d'un bien et de recherche d'un crédit. Et on va essayer parfois de changer un peu vos habitudes, parce que c'est des habitudes tout à fait normales dans votre pays de résidence, qui peuvent être un peu moins normales pour un banquier français. Le dépôt d'espèces. On sait que dans certains pays, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a encore des espèces dans beaucoup de pays du monde, en Afrique et en Asie. Ce ne sont pas forcément des bonnes pratiques. Donc, idéalement, essayez de les changer si vous voulez avoir un recours au crédit en France. Commencez à faire du virement et à arrêter le dépôt d'espèces ou le retrait d'espèces. Attention au comportement bancaire, je vous en parlais au début, c'est très important. Si vous êtes régulièrement à découvert, s'il y a des avis à tiers détenteurs, des choses comme ça va être parfois rédhibitoire. C'est un refus quasi immédiat. Des comptes mal tenus sont souvent une des raisons premières pour les refus des dossiers. Les donations, le contrôle, alors le contrôle d'échange, on va en reparler, les virements, les donations, ces choses-là, aucun problème, mais il faut que ça soit documenté. On ne peut pas dire mes parents vont me faire une donation ou me font une donation sans qu'elle soit enregistrée. Il faut qu'elle soit enregistrée, soit dans le pays dans lequel est faite cette donation, ou alors, si c'est une donation française, il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art avec le notaire.
On a mis change parallèle. En effet, certains pays ont un contrôle d'échange et les gens, pour contourner ce contrôle d'échange, font appel à des systèmes un peu parallèles. C'est un système à bannir puisqu'il est interdit. Donc, ayez recours au système de change officiel. Le virement à des tiers, aucun problème. Maintenant, attention, il faut que ça soit parfaitement justifié. Si vous faites des virements sur de grosses sommes, de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, attention, il faut que ces virements soient tout à fait justifiés. Les contreparties, comme je vous disais, le crédit est un produit d'appel. Il y aura des contreparties. Ça peut être des produits bancaires, ça peut être des placements. Voilà, chaque banque vous demanderont une petite contrepartie. On les négocie, on les connaît, on vous aide et on en parle au cas par cas. Le KYC, ça c'est quelque chose, le Know Your Customer, c'est quelque chose maintenant de répandu, de connu de tous. Vous devrez montrer patte blanche et donc chaque banque étudiera dans les moindres détails qui vous êtes, aussi bien sur la partie financière que sur la partie parfois réputation. Donc attention aussi à la réputation Internet. Assurance. Assurance, on va passer ensuite le relais à Alisa. L'assurance, elle vous en parlera. C'est quelque chose à pas négliger dès le début. Très important, on a parfois des mauvaises surprises. Méfiez-vous de ça. Sans l'assurance, vous n'aurez pas de crédit. Elle vous expliquera pourquoi. Mais c'est quelque chose vraiment à prendre très, très en amont qui peut prendre du temps et que vous sous-estimez bien souvent. Donc ça, pour terminer, on vous explique rapidement notre métier. Notre métier, c'est d'être intermédiaire entre vous et la banque. Pour ça, ben, bien sûr, on a des engagements, on a une déontologie. On va traiter tous les dossiers. À partir de 100 000 euros, vous pouvez nous contacter. Les règlements de nos frais sont au succès. C'est tout à fait légal. Le Code monétaire et financier nous interdit de facturer un centime tant que les fonds ne sont pas décaissés. Donc même si vous obtenez une offre de prêt mais que les fonds ne sont pas décaissés parce que vous ne voulez pas faire appel au crédit finalement, vous ne devrez pas nous payer. Transparence sur les commissions, on vous révèle à chaque fois toutes les commissions qu'on perçoit. Donc si on est payé par les établissements bancaires, on vous le révèle, on a une fiche conseil qu'on vous remet dans laquelle on vous dit combien on est payé par le client, par vous-même et par la banque. Disponibilité et réactivité, ça fait partie de notre métier. On essaye d'être disponible le plus possible sur le téléphone portable, fixe, email. On utilise également tous les supports comme possible imaginaire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter. On saura utiliser tous ces supports, tous ces nouveaux supports. L'équipe, donc chez nous, comme je vous disais, on a une équipe dédiée à cette activité de financement pour les non-résidents. On a deux équipes, une équipe à Paris, Laure et Aïn. Laure sera votre première interface, c'est elle qui vous aidera à dimensionner votre projet et à vous expliquer si c'est faisable ou non. Et Aïn ensuite prendra le relais pour monter votre dossier avec les banquiers. On a aussi une équipe dans le sud à Nice qui interviendra sur toute la partie, sur tout le quart sud-est, qui est un marché un petit peu différent, avec des banques parfois différentes pour vous accompagner. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Lisa sur la partie assurance, et puis on reviendra aux questions juste après. Bonjour à tous. Je vais vous parler des Valorama et de l'assurance de prêt. Nous sommes courtiers spécialisés dans l'assurance de prêt pour expatriés et pour non-résidents depuis 2012. Notre souhait, c'est de proposer un service qui soit complémentaire au service des banques aux produits des banques internationales, de vous proposer une assurance qui soit faite de façon simple et à distance, et vous proposer un contrat parmi un grand nombre de contrats qui sont disponibles sur les marchés. Un exemple concret, par exemple, quelqu'un qui a 32 ans, qui emprunte 200 000 sur 20 ans, de façon pour un contrat groupe va lui proposer un taux moyen de 0,27. Nous, on sera capable de proposer un taux moyen de 0,07, ce qui vous fait un gain de 8 000 euros. Donc, comme j'y vais vous l'expliquer, l'assurance sera quelque chose qu'on va vous demander pour l'octroi de votre prêt. Du coup, c'est quelque chose que vous devrez faire, et si vous choisissez les bons contrats qui soient adaptés à votre profil, vous pourrez faire des gains par rapport à ça. Sur 100% de cas, enfin, nous pouvons intervenir sur 100% de cas. 99% des personnes qui demandent une assurance de prêt n'ont pas de problème. C'est des dossiers qui peuvent être mis en place sur Internet ou de manière classique via leur banque. Toutefois, sur 1% de cas, si vous habitez dans un pays qui n'est pas accepté de façon automatique par un contrat groupe, ou si vous faites des voyages professionnels un petit peu partout dans le monde,
Si votre dossier doit être, si vous avez un délai très court pour accepter votre dossier ou que vous avez des problèmes, par exemple des problèmes médicaux ou un montant qui est trop élevé, dans ces derniers cas, nous, on peut intervenir et on va faire en sorte que votre dossier que vous ayez les meilleurs contrats et très, très adapté à votre profil. Alors, pourquoi faire appel à nous en tant que courtier spécialisé? Eh bien, parce que nous, on met en place les systèmes pour que tout soit fait à distance, de manière dématérialisée. Tous les documents vous seront envoyés par email. Et de la même façon, vous nous renverrez tous les documents par email ou on vous donnera de s'identifiants pour aller directement sur les plateformes et compléter des mandats d'adhésion, questionnaires de santé sur Internet. Euh, Dans la plupart des cas, on essaye qu'il n'y ait pas de formalités médicales à réaliser. Si par des raisons d'âge ou de montant, il y a des formalités médicales, on essaye que tout soit fait dans la langue. Donc, parfois, on peut les faire en espagnol, en italien. Dans la plupart des cas, on peut vous donner les documents en anglais. Si vous avez des formalités à faire, il est possible qu'on puisse vous aider à trouver un médecin dans votre pays de résidence pour faire toutes ces formalités. Alors, concrètement, comment ça se passe pour la mise en place d'un contrat d'assurance? Normalement, pour tous les dossiers qui sont inférieurs à 1 million, on peut prendre à peu près 3 jours, voire même une journée pour mettre en place des contrats si vous êtes trop pressé. Euh, Concrètement, vous prenez contact avec nous, soit par téléphone, soit par email. On fait un recueil d'informations pour avoir une idée globale de votre profil et pouvoir vous apporter un projet d'assurance. Si les projets vous intéressent, vous nous contactez, vous nous dites que vous êtes intéressé et à ce moment-là, soit on vous envoie des identifiants pour aller directement sur la plateforme et puis compléter les documents, soit on vous envoie tous les documents par email, tout prêt complété, tout prêt pour être signé de la façon la plus simple possible. Et puis vous nous envoyez tous ces documents-là. L'étude du dossier se fait de 1 à 2 jours, voire beaucoup moins. Euh, Quand les dossiers ils sont supérieurs à 1 million, c'est obligatoire, il y aura des formalités médicales. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être trop compliqué. C'est simplement que vous aurez une série des examens sanguins à faire et on vous fournit absolument toute l'information. La première partie se passe comme si c'était un dossier de moins d'1 million. Et à partir du moment où on vous envoie les documents, il y aura la partie médicale en anglais ou en français et on vous expliquera exactement ce qu'il faut faire avec les médecins. Une fois que les examens ils sont prêts, c'est pareil, 1 à 2 jours, on fait l'étude des dossiers et on revient vers vous avec une acceptation. Notre équipe, c'est une équipe internationale. On vient un petit peu partout dans le monde. On a Russie, Espagne, Mexique et bien sûr la France. Donc, si vous avez un projet immobilier et que vous souhaitez mettre en place une assurance, vous pouvez nous consulter. Notre directeur Pierre Tunus et toute l'équipe se tient à votre disposition. Il n'y a pas il n'y a pas de problème. On est à votre service. Très bien. Lisa était beaucoup plus efficace et rapide que moi. Je suis désolée si Non, j'étais c'est très bien. trop rapide d'ailleurs et que vous avez plus d'informations, enfin, plus de questions par rapport à l'assurance, Eh ben, on va regarder vous ça. pouvez mettre des questions. Eh ben, attends, Lisa, on va regarder tout de suite les Ouais. questions. Alors, moi, j'ai vu Mickaël qui posait plein de questions, dont une intéressante qui me fait me dire que je n'ai peut-être pas été assez clair. Donc, Mickaël, qui demandait, je crois, si il était forcément nécessaire d'avoir des revenus en France, quoi, si c'était obligatoire d'avoir des revenus en France pour avoir un prêt bancaire. Non, bien entendu, comme vous êtes non-résident, on est bien conscient que vous n'avez pas que des revenus en France, même parfois pas du tout, et on prend en compte vos revenus dans votre pays, dans le pays de résidence. Aucun problème avec ça. Pour les revenus, je vais aller un tout petit peu plus loin, on prend les revenus fixes. Pour les revenus variables, comme je vous le disais, on prend la moyenne des 3 dernières années. Et je parle de revenus variables, ça peut être des revenus donc sous forme de bonus ou bien sous forme de dividendes, par exemple, si vous êtes entrepreneur. Donc en effet, bien entendu, on prendra vos revenus de résidence. Ensuite, je voyais quoi d'autre? Alors je vais regarder vite fait.
Gilles qui demande, bonjour Gilles, qui demande, peut-on utiliser un autre bien en contre-garantie? Alors, on peut utiliser un autre bien immobilier en France pour obtenir un crédit immobilier. Maintenant, ça a relativement peu d'intérêt. C'est-à-dire que l'on va vous financer en prenant la garantie sur le bien objet de l'acquisition. Si si Gilles vous demandez si on peut prendre cette garantie sur un autre bien pour constituer l'apport, non, je vous confirme, la banque voudra que cet apport soit sonnant et trébuchant. Ça doit être des liquidités que vous avez déjà sur votre compte. Donc je rappelle, j'ai vu qu'il y a d'autres questions sur l'apport. Je vous rappelle que l'apport, il est en général 20% plus les frais. J'ai vu, il y avait, alors je vais retrouver la question. Quel est l'apport moyen, ça c'était Chris, quel est l'apport moyen d'une acquisition en IMO locatif, que ce soit de l'IMO locatif ou la résidence secondaire. Alors principalement, vous nous interrogez souvent pour l'IMO locatif, à plus de 80%, mais pour les deux, on va dire que ça va être pareil en termes d'apport. Gardez toujours en tête ce 20% plus les frais. Si on arrive à déroger parfois à 85%, voire 90%, ça peut arriver. On vous demandera aussi des petites contreparties financières. Alors, de temps en temps, ce qu'on va faire, par exemple, on va vous financer à 100% et on va vous demander 15% de placement. Donc, si vous voulez emprunter, si vous voulez acheter un bien à 200 000 euros, on va vous prêter 200 000 euros et vous devrez placer l'équivalent de 30 000 euros dans la banque. Ce placement, souvent, sera nanti. Ce sera souvent sur un compte titre. Quel est l'apport personnel minimum? Alors, je vous dis, ayez en tête d'aller minimum 10 à 15%. Et si vous avez 20%, c'est très bien. En dessous, ça commence à être compliqué. Je vois qu'on nous parlait, Laurent qui parlait, quels sont vos frais de courtage? C'est une bonne question. Nos frais de courtage sont de l'ordre de 1% du montant financé. Maintenant, on est conscient, le travail est à peu près le même pour un bien à 300 000 euros qu'un bien à 3 millions d'euros. Et bien entendu, suivant la difficulté du dossier et le montant que vous avez emprunté, on saura en discuter avec vous de manière très ouverte et on vous communiquera également les commissions qu'on prend des banques. Mais gardez en tête, en moyenne, on finance des biens quand même, c'est souvent des relativement petits investissements locatifs ou des résidences secondaires et vous demandez souvent des prêts aux alentours de 300 400 000 euros. Et donc, nos frais, dans ce cas-là, sont de l'ordre de 1% du montant financier. C'est qu'en cas de succès. Ces frais-là, si vous les remettez dans le TEG du crédit, ils sont équivalents à peu près à 0,1% en TEG sur 15 à 20 ans. Donc, ce qui veut dire que je dois trouver 0,1% de mieux que ce que vous avez. Je vous rassure, on y arrive bien souvent. Donc, notre intervention est souvent gagnante. Et si on n'intervient pas et si on vous dit non, c'est qu'on pense que vous avez déjà éventuellement mieux ailleurs. N'hésitez pas à nous dire clairement ce que vous avez ou pas, et on vous dira si notre intervention est nécessaire. Je ne sais pas si tu vois, Lisa, des questions sur l'assurance. Oui, alors il y a Pascal qui demande quels sont les risques couverts par l'assurance. En tant que non-résident, on peut vous demander les décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. C'est la garantie des bases. Si vous financez un bien, par exemple en résidence principale, parce que vous allez revenir en France, là on va vous demander la base, donc décès PTIA, plus l'invalidité. Mais c'est vraiment dans des cas très. Si vous allez rester dans un pays étranger, ça sera uniquement décès et PTIA. Puis il y a une autre question par rapport à la quotité. Thomas qui demande par rapport à la quotité assurée. C'est pas vous qui choisissez, c'est la banque. C'est en fonction du revenu du foyer. Donc si vous avec votre conjoint, vous gagnez 50, vous apportez 50% de revenus au foyer, et ben l'assurance, elle sera demandée 50% pour vous, 50% pour votre conjoint. En effet, ça c'est le cas. En effet, c'est le cas très classique, traditionnel qu'on retrouve. Donc c'est au prorata des salaires du ménage. Maintenant, de temps en temps, ça peut être un tout petit peu différent ponctuellement. Je pense à quelques cas. On peut amener à assurer plus que 100%. Enfin, les banquiers peuvent être amenés à vous le demander, notamment quand les revenus sont très déséquilibrés. Si une des deux personnes du ménage gagne 80 ou 90% des revenus du ménage, il peut arriver qu'on vous demande de vous assurer à 100% sur votre tête, plus par exemple 20% sur le conjoint. Ce qui n'est pas complètement délirant, puisque vraiment là, il y a un risque fort sur une des deux personnes. Et c'est important dans ce cas-là d'être un tout petit peu mieux assuré.
Donc voilà, mais sinon, en effet, je rejoins Lisa, c'est le banquier, c'est avec le banquier qu'on négociera ça et avec qui on décidera bien souvent d'assurer au prorata des revenus du ménage. Là, je voyais aussi une ou deux questions, je crois que j'ai vu de Alain et d'une autre personne, euh, de Alain, qui me parle d'un investissement hors de France, en Europe, hors de France. Et je ne trouve plus l'autre personne qui me parle aussi d'un investissement à l'étranger. Alors, je vais mesurer un peu mes propos parce que lors d'un précédent webinaire, j'en ai parlé et beaucoup de gens nous ont contactés sur ce sujet. C'est un sujet très, 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 très compliqué. Voilà. Pour les Français en France qui achètent à l'étranger, oui, on sait intervenir, on prend des garanties immobilières principalement en France. Sauf dans quelques cas, on arrive à prendre des garanties dans quelques pays d'Europe, mais c'est très rare. C'est deux, trois pays et c'est tout. Pour des non-résidents, c'est marginal. C'est vraiment marginal. Je vous en parlais tout à l'heure. On travaille avec de nombreuses banques. Pour les non-résidents, on travaille avec une trentaine de banques et puis pour la totalité de nos clients avec une centaine de banques. Mais ayant en tête que pour ce genre d'acquisition, donc faire un crédit hypothécaire sur un bien immobilier en France pour acheter à l'étranger, il nous restera plus que peut-être une ou deux solutions, sachant que le crédit foncier qui disparaît était une de ces solutions. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Les principaux clients que nous accompagnerons sur ce genre de, de projet sont des cadres avec des revenus relativement importants, avec une garantie immobilière qui représente, dont on prendra à peu près 70% du montant. Si vous avez un bien qui vaut 100, on vous prêtera 70. Et sur ce genre d'opération, on interviendra sur des montants un peu plus conséquents, ayant en tête allez, des montants minimales de 200, des projets au minimum de 200 000 à 300 000 euros, donc un bien à mettre en hypothèque d'environ au moins 500 000 euros. Voilà. Donc oui, on peut intervenir, mais c'est très, 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 très rare. Il y a Thomas toujours qui nous demande sur l'assurance. Quel est le temps de réponse sur l'assurance? Ça dépend, mais si il n'y a pas trop de... Disons que si les réponses sont standards au niveau santé, la réponse est de 24 heures, 48 heures maximum. Même s'il y a des déclaratifs médicaux, il n'y a pas de problème. Ça prend peut-être 2 jours au lieu de un, mais il n'y a absolument pas de souci. Là, je vois deux questions, encore Mickaël et Laurent. Donc, Mickaël, comment anticiper la fiscalité lors d'une acquisition immobilière? Euh, alors, nous, on n'est pas fiscaliste, on n'a pas vocation à vous conseiller officiellement là-dessus. On peut vous faire part de notre expérience, c'est un sujet quand même qu'on connaît bien. En revanche, si vous avez des sujets fiscaux importants, contactez-nous. On a des avocats, des gens spécialisés là-dedans qui travaillent avec une clientèle internationale et ça vaut le coup parfois de consulter des gens spécialistes. Si c'est un sujet relativement simple, on peut en parler ensemble. En revanche, on vous remettra jamais une note, jamais un conseil. C'est pas notre métier. On vous fera pas alors juste notre expérience et notre connaissance du sujet qui est voilà, qui fait partie un petit peu de l'investissement immobilier. Et puis ensuite, je voyais une autre question de Laurent. Est-ce que les documents justificatifs doivent être officiellement traduits en français ou en anglais? Alors, sur des documents en anglais, pas de problème. On peut travailler, aucun souci. En revanche, ça devient très compliqué quand c'est dans d'autres langues. Quelques banques peuvent travailler sur des documents en espagnol ou en allemand, par exemple, voire en italien, mais très peu de banques le font. Maintenant, sur des banques, sur des documents en chinois ou sur des langues parfois scandinaves, je vous le confirme, on devra traduire les documents. On a des sociétés avec qui on travaille, voilà, notamment on travaille avec Technicis, qui est un des leaders, dans cette activité. Euh, Vous pouvez, si vous voulez des conseils comme ça sur la traduction, sur la fiscalité, vous pouvez nous envoyer un mail à contact carte financement, donc carte au singulier, financement tout accroché au singulier.com. Donc carte, contact at cartefinancement.com. Voilà, on vous donnera quelques contacts de gens avec qui on travaille régulièrement, qui à notre sens, sont des vrais professionnels. Pareil pour l'assurance, si vous savez, si vous voulez un devis ou vous avez des questions par rapport à l'assurance, vous pouvez nous contacter au contact@valorama.fr. Valorama, c'est VALORAMA.fr.
ou vous pouvez nous appeler au 0033 3 26 87 82 07 ou 05. Là, Ouais, juste, vas-y, excuse-moi, vas-y. on nous demandait si la présentation va être envoyée. Oui, elle va être envoyée demain. Ensuite, si on a encore un petit peu de temps, peut-on emprunter Cédric? Cédric, bonjour Cédric, peut-on emprunter sans revenu mais avec en contrepartie un placement d'une somme? Non. Principalement, alors le crédit en France, l'étude du crédit immobilier en France se fait principalement sur l'étude des revenus. C'est-à-dire c'est un crédit qui est fait sur les revenus et sur les charges. La garantie est analysée assez rapidement puisque le taux de défaut des crédits immobiliers en France est relativement faible, voire très faible. Dans beaucoup de banques, il est inférieur à 0,10 ou 0,15%. Donc c'est un taux défaut quasi nul. C'est quasiment du crédit sans risque. Pour ça, on veut s'assurer que la personne ait les capacités à rembourser. La garantie, le banquier ne veut pas avoir à l'utiliser et donc on doit avoir des revenus pour faire un crédit. Maintenant, si vous avez un patrimoine conséquent, important de plusieurs millions ou dizaines de millions et beaucoup d'épargne financière, on pourra discuter de ce sujet-là avec certaines banques privées qui sauront être parfois plus arrangeantes sur ce sujet-là. Mais attention, il y aura une grosse entrée en relation avec des placements chez le banquier. Je regarde un petit peu les autres questions. Pour l'investissement SCPI, les règles sont-elles les mêmes? Alors la SCPI, c'est compliqué parce que là, vous demandez de financer un produit qui est vendu aussi par les banquiers. Si vous prenez les produits du banquier, nous, on peut regarder, il n'y a pas de problème. Les banquiers seront très contents même de vous vendre les SCPI. Sachez que les banques travaillent aussi en architecture ouverte. Ils ne proposent pas que les SCPI maison. C'est un petit peu un défaut d'information. Ça, c'est ce qu'on lit tout en temps ou ce qu'on entend. C'est de moins en moins vrai. Beaucoup de banques privées et beaucoup de banques, même les détails, sont capables de vous proposer quasiment toutes les SCPI du marché. Si vous prenez au banquier les SCPI chez lui, bien entendu, il perçoit des commissions, il est très content, c'est une entrée en relation très intéressante pour lui, et il sera ravi de vous les financer. Alors, bien souvent, on vous demandera un petit peu d'apport. Maintenant, sur ce genre de produit, en effet, si c'est des montants raisonnables, on peut essayer de monter jusqu'à 100% avec peut-être un petit placement de 10% ou un petit apport de 10% à discuter. Gardez toujours en tête ce 20% d'apport. C'est vraiment ce qui vous permettra d'avoir le moins de mauvaises surprises. Étienne Code, si on a déjà le terrain, peut-on faire construire? Est-ce que ça peut faire office d'apport? Alors, oui et non. Alors en effet, si vous avez acheté le terrain avec vos propres liquidités et qu'il n'y a pas de crédit, on peut l'imaginer. Maintenant, le banquier quand même aime bien voir que vous apportez des liquidités dans le projet que lui va financer. Le projet qu'il finance, c'est la construction. Bon, on peut essayer d'en discuter un petit peu. Sachez que c'est des sujets vraiment compliqués. Notamment, beaucoup de banquiers vous demanderont que ce soit des maisons avec un contrat type CCMI. C'est les contrats de construction de maisons individuelles. Donc, ayez ça en tête, passez par des sociétés reconnues. Il me semble que sur Internet, vous trouverez des sociétés qui proposent les contrats de construction de maisons individuelles, très important pour être sûr d'obtenir votre crédit, puisque au-delà de l'apport, la construction est un sujet très compliqué à financer, mais on peut regarder au cas par cas. Tout le monde peut lire les questions ou c'est que nous qui lisons les questions? Vas-y, tu peux Je regarder. lis les commentaires D'accord, de Alain. C'est d'accord. un commentaire très sympa. Alain qui dit il cherchait une assurance pour un refinancement d'assurance, donc il cherchait à substituer l'assurance qu'il a actuellement. Et son problème, c'est qu'il avait besoin des garanties PTITT, qui sont les garanties invalidité. Et certainement, il ne trouvait pas parce que quand il a fait son assurance au départ, il était en France, donc il y avait toutes les garanties. Après, il est parti à l'étranger, certainement. Et du coup, pour changer l'assurance, il faut respecter les garanties dès le départ, enfin, les garanties qui ont été données dès le départ. Et du coup, il ne trouvait pas. Et finalement, on a pu lui trouver une solution. Donc, c'est très bien. Et puis là, on se trouve dans les webinaires. Merci, Très bien. Alain. Euh,
Alors, il me semble, alors je vois pas le nom, il me semble que ça doit être Alex, je crois. Quid, la banque regardera la capacité à transférer régulièrement des flux, pardon, si salaire à l'étranger, comment éviter de payer frais de transaction tous les mois. Alors, en effet, la banque s'assurera que vous soyez capable de transférer quand même des flux régulièrement en France. C'est le problème parfois des pays avec le contrôle d'échange, puisque même si vous faites de l'investissement locatif, parfois il y a de la vacance, il y a des travaux, il y a des taxes, il y a plein de frais qui parfois sont pas prévus, et donc il faut faire ces transferts et ces virements. Et si vous êtes dans un pays qui limite fortement ces virements, en effet, ça peut rendre les choses très compliquées. Appelez-nous en amont. Maintenant, si vous faites de l'investissement locatif, que vous avez suffisamment d'apports et que vous avez bien prévu votre investissement, très souvent, le loyer va couvrir une partie ou la totalité du crédit. Si c'est pas le cas, si elle ne couvre pas la totalité du crédit, nous, ce qu'on vous conseille, et ce qui arrangera aussi quand même le banquier, ce qui fera démarrer une belle relation avec le banquier, c'est peut-être tous les ans essayer de calculer un petit peu la différence de ce que vous devez apporter entre le paiement de la mensualité et le loyer que vous allez recevoir de votre investissement locatif. Calculez ça et puis faites le virement tous les ans, une fois par an sur votre compte en France et qui vous permettra de faire du change une seule fois dans l'année et de ne pas prendre trop de risques de change. Voilà, on peut aussi, pareil, contacter nous, vous présenter des courtiers sur ce sujet-là. C'est pas notre métier. On a des gens avec qui on travaille de temps en temps sur ce sujet et qui pourront vous proposer des solutions de change. Tout simplement le banquier parfois avec qui vous allez ouvrir un compte. Merci, investissement locatif de 400 000 euros. L'apport serait de 80 000 euros plus 10% frais de notaire. Alors, je vois pas le prénom, je suis désolé. Quelqu'un me demande, bonjour, pour un investissement locatif de 400 000 euros, l'apport serait de 80 000 euros plus 10% de frais de notaire. Oui, je confirme. En effet, on va prendre les 20% des 400 000 euros. Les frais de notaire, c'est un peu moins de 10%, c'est 7,5. Et après, en effet, il y a les frais de garantie, plus les frais financiers. On arrive à un peu moins de 10%. On va arriver en général, si c'est un privilège de prêteur de deniers, ça coûte à peu près 0,7%. Plus les 7,5 du notaire, ça fait 8,2. Nos frais et la banque, allez, on va être autour de 9, entre 9 et 10, un peu moins de 10. Mais oui, en effet, exactement, c'est à petit peu près ça, comme le calcul est le bon. Donc en effet, si vous prenez 30% du coût revient, c'est ce que ça vous demandera comme apport. Euh, Alors, pour un investissement locatif sur 2 appartements, c'est Gabriel. Bonjour Gabriel. Vaut-il mieux faire un prêt pour les 2 appartements ou 2 prêts séparés? Ce sera 2 prêts séparés, bien entendu, c'est 2 projets différents. On étudiera les 2 séparément, bien entendu, il y aura toujours le même calcul de taux d'endettement. Et les 2, bien sûr, seront déclarés. Si on fait un dossier avec une banque ou un dossier avec une autre, normalement, ce qui n'arrivera pas, hein, très souvent on entrera en relation avec un banquier avec qui auprès de qui vous deviendrez client, et ben on fera les 2 dossiers séparément. Mais ça ne posera pas de problème, on peut les faire séparément et en même temps. Aucun problème. Vous avez parlé des chefs d'entreprise, mais des freelances. Est-il possible pour des freelanceurs d'emprunter? Oui, c'est pas impossible, c'est plus compliqué. Maintenant, attention, si vous êtes freelanceur, il faut que vous ayez quand même euh, l'équivalent chez nous, hein, qu'on appelle la 2035, ce sont les liasses fiscales pour les indépendants. Normalement, en tant qu'indépendant, quand même, vous tenez à jour des petits bilans, vous avez des bilans et comptes de résultats parfois simplifiés. Il faut qu'il y ait une comptabilité. Je sais que certains endroits, notamment, je crois, Hong Kong, il n'y a pas toujours de comptabilité. S'il n'y a pas de comptabilité, on sera pas en mesure de vous faire un crédit. En revanche, si vous êtes en freelance, que vous avez une comptabilité bien tenue, vous faites le même métier depuis 3 ou 5 ans et que vous avez des revenus récurrents, oui, on pourra étudier votre dossier. La banque en France, alors c'est Laurent. Comment la banque en France va-t-elle vérifier l'existence d'un crédit IMO dans le pays de résidence? Alors, déjà, on va vous demander vos relevés de compte dans le pays de résidence, donc tous vos relevés de compte dans le pays de résidence et dans les autres pays. Si vous avez un crédit immobilier, souvent vous allez le payer, il y aura des virements, donc on épluchera les relevés de compte et on verra qu'il y a ce crédit. Et si c'est encore un autre compte, très souvent il y aura quand même des flux entre ces différents comptes, donc on le verra. Bien souvent on le verra. Voilà, je vous recommande
Voilà, de tout montrer, c'est important, puisqu'ensuite on pourrait remettre en cause votre mauvaise foi. Voilà, on déclare tout et vous inquiétez pas, ça c'est notre job. On vous aidera à le faire, on vous aidera à le présenter comme il faut. Euh, voilà. En tout cas, la banque le vérifie à travers tous les documents bancaires, tous les relevés de compte qu'elle demande. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Euh, Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si tu as d'autres choses, Lisa. Non, non, c'est Non. pas. Après, vous pouvez bien sûr me contacter par la suite si vous avez Voilà. Donc, contact at malorama.fr. voilà, Valorama, contact at valorama.fr et contact at cartefinancement.com. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une excellente soirée. On reste à votre disposition. À très bientôt. Au revoir.